Bienvenue les citoyens. Aujourd'hui, nous allons résumer le projet de programme 2027 de Marine Le Pen suite à son passage sur LCI. Voici les sujets principaux abordés: justice, impôts, natalité, services publics, sécurité, immigration, etc. Personnellement, je ne me retrouve dans aucun des mouvements de droite ou de gauche, en passant par le centre. Pour moi, tous les partis ont de bonnes et mauvaises idées, et c'est à nous de les trier. Les juges, est-ce qu'ils sont syndiqués, par exemple? Est-ce que pour vous, c'est réformable? Quelle nouvelle loi, quelle autre réforme est possible, d'après vous, de votre point de vue, pour changer cet état de fait? Alors, je vais vous dire, déjà, la première chose, c'est que les juges ne doivent pas être politisés. Ils ne doivent pas exprimer de position politique. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts de ses membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent réclamer une augmentation des salaires pour les magistrats, ils peuvent réclamer des horaires, etc., des greffiers en plus. Tout ça, c'est le rôle d'un syndicat. Mais ils ne peuvent pas faire une déclaration lors d'une campagne présidentielle pour dire il faut voter pour un tel et il ne faut pas voter pour un tel. Tout en, enrobant cet ordre de toute une série de choses éminemment désagréables, voire d'injures. Ils ne peuvent pas le faire, voilà. Et je vais vous dire pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'en réalité, l'impartialité de la justice est une chose, mais elle n'est pas suffisante. Il faut également qu'il y ait une apparence d'impartialité. À partir du moment où il y a une apparence de partialité, eh bien déjà la confiance des Français dans leur justice est atteinte. Et la confiance des Français dans la justice de manière générale est atteinte. Et ils ne rendent pas service aux magistrats, parce qu'il y en a, et il y en a sûrement beaucoup, qui eux exercent leur mission avec impartialité. Madame, mais vous voyez bien qu'il y a un plafond, madame. Là, il s'est passé, on revient à ce plafond d'il y a un an. Il y a un plafond, que vous le vouliez ou non, que soit bien pas bien la question. Mais pour faire l'union des droites, il faut se positionner à droite. Moi, je me positionne au-dessus de cela. Voilà, je suis ni de droite, ni de gauche. J'œuvre pour mon pays, j'œuvre pour mon peuple. Vous voulez dire que vous n'êtes pas plus proche de monsieur Retailleau, par exemple, que de monsieur Olivier Faure, franchement? Sur certains sujets, oui. C'est fou que vous hésitiez. Mais sur certains sujets, ça paraît étonnant. Oui, sur les sujets. Beaucoup de ceux qui nous écoutent sur les diront, sujets. votre hésitation à cet instant les frappera. Ils diront, c'est quand même étonnant. Frappant, monsieur. Ah bah monsieur si. Rochebin, c'est sur quoi? Sur l'économie? Sur l'économie, je ne me sens pas particulièrement proche de monsieur Retailleau. Bon, en matière d'immigration, il a dit sur cette antenne, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Immigration, sécurité, beaucoup de dossiers. Ah, vous êtes d'accord? En matière d'immigration, en matière de sécurité, je suis d'accord avec les paroles de monsieur Retailleau. Pas avec les actes, hein. Parce que les actes sont extrêmement défaillants, tout de même. Les résultats sont très décevants de M. Retailleau. Il paraît qu'il est le meilleur de son camp. Alors j'imagine pour les autres, vous voyez pas. Ce que je sais, c'est qu'en réalité le responsable de tout ça, c'est Emmanuel Macron. Parce que nous sommes dans une situation où, en réalité, en refusant de se soumettre aux institutions, Emmanuel Macron fait pas seulement du mal à la France, il fait aussi, il met ses amis dans une situation qui est intenable. Parce que la mission qu'il a donnée à Sébastien Lecornu est une mission qui est vouée en réalité à l'échec. Vous avez, sur l'antenne de Confrères cette semaine, encore prononcé le mot de référendum. Pourquoi mettez-vous ce mot sur la table? Qu'y a-t-il derrière ce mot? Qui porterait quoi? Qui consisterait en quoi? C'est-à-dire que, si vous voulez, moi je lis la Constitution et je vois que quand on est dans une crise politique telle que nous la vivons aujourd'hui, il y a 4 solutions. Il y a le remaniement, au bout d'un moment on se lasse. Il y a la dissolution, c'est-à-dire en revenir au peuple, parce que c'est lui qui est souverain. Je le rappelle, parce que dans la Constitution, on a tendance à l'oublier. Le peuple est souverain. Donc quand il y a un problème, quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a un blocage, le général de Gaulle, rédacteur de la Constitution, a dit il faut en revenir au peuple. Eh bien, je pense qu'il faut en revenir au peuple. Ou alors, la démission du président de la République. Autre possibilité, ou alors lorsque le blocage s'effectue sur un point précis, un référendum sur ce point précis. Quel référendum, de quelle nature? Non, mais moi, le référendum que je veux mettre en œuvre est un référendum constitutionnel. C'est un référendum qui vise à modifier la Constitution pour intégrer dans la Constitution le droit des étrangers, car nous avons fait le bilan que, en réalité, l'ensemble des normes, des règles qui nous sont imposées par les institutions judiciaires, européennes et autres, nous empêchent de faire respecter la volonté du peuple dans le domaine de l'immigration, où nous sommes dans ce que nous proposons ultra majoritaire. Je vois passer les sondages les uns après les autres, nous sommes ultra majoritaires. Ça veut donc dire que les Français veulent quelque chose et que depuis 30 ans, on les empêche d'obtenir ces mesures-là. La réalité, c'est que je ne pense, encore une fois, que Constitution,
institutions, stabilité, parce que la stabilité, elle viendra du fait que seront mises en œuvre des politiques qui, en réalité, aujourd'hui sont réclamées par une majorité de Français. C'est de là que viendra la stabilité et en plus l'unité, parce que je pense que le redressement du pays ne peut pas se faire sans unité. Et donc, je défendrai à tout prix l'unité de notre pays. Vous avez vu la guerre, là. Les jeunes contre les vieux, ceux qui travaillent contre ceux qui travaillent pas, etc. C'est insupportable. On peut pas continuer comme ça indéfiniment. Alors, donc, on a besoin d'un projet clair. Le mien est clair, je crois, hein, clair. On a besoin de mesures qui sont validées par les Français. Et je crois que toutes les mesures sur l'immigration le sont. Parce que les Français ne veulent plus qu'on continue comme ça. Et surtout, Mme Carver, on a besoin de ne pas perdre de temps. Parce que je vais vous dire une chose, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Oui. En réalité, le temps coûte très cher. Et on sera sûrement amené à en parler avec M. Langlais. Le temps coûte très cher. Mais Marine Tout Le le Pen... temps qu'on perd, eh bien, on le perd et on le paye. Et en l'occurrence, on le paye, les Français, dans leur ensemble, le payent. C'est que il y a deux choix face à la situation qui est la nôtre. En réalité, il n'y en a qu'un, mais il croit qu'il y a deux choix. Il pense qu'il y a le choix d'augmenter les impôts. C'est ce qu'ont décidé M. Barnier et M. Bayrou. Mais en réalité, M. Langlais, de combien il faudrait augmenter les impôts pour pouvoir stabiliser la dette ? 250 milliards ? Bon. Et puis, il y a l'autre solution qui est la nôtre, qui est celle de faire des économies. Alors, on va y venir dans un instant. Mais avant ça, avant d'entrer dans le détail... Moi, je crois qu'il faut faire des économies. On va y venir. Mais avant ça, quel est le bon niveau de déficit pour vous ? Quel est le niveau auquel la France doit revenir en rythme de croisière ? Je rappelle, ce chiffre que vous connaissez, on est aujourd'hui à 5,4% du PIB. Ça représente, pour l'année 2025, 180 milliards d'euros de déficit. Vous voulez arriver où ? À 2,7%. En quelle année ? En 5 ans. Donc ça suppose des efforts substantiels. Ça suppose des efforts extrêmement substantiels, puisque en 5 ans, nous entendons réduire progressivement la dépense publique de 100 milliards à raison de 20 milliards supplémentaires chaque année. Côté impôt, il y a un impôt dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la fameuse taxe Zuckman, 2% de la valeur du patrimoine, des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros prélevés chaque année. Alors, vous vous êtes exprimé là-dessus, vous avez dit, au fond, c'est pas une bonne idée, et puis... J'ai regardé l'historique des votes du RN. Cette taxe a été présentée à l'Assemblée nationale. Elle a même été adoptée. Elle a été retoquée après par le Sénat, mais elle a été votée par l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, le RN s'abstient. Alors, s'abstenir ou être contre, c'est pas pareil. Quelle est votre position là-dessus ? C'est-à-dire que je pense que l'abstention a été décidée par les députés de la Commission pour lancer le signal aux Français que nous n'entendions pas ne rien faire dans le domaine de ceux qui ont les patrimoines les plus importants. Donc ni oui ni non, quoi. Mais pas la taxe Zuckman. Non, c'est très clairement non pour la taxe Zuckman, parce qu'elle est stupide et qu'elle est nocive et que elle rapportera jamais ce qu'ils ont dit qu'elle rapporterait. Et si ça rapporte un peu la première année, la deuxième année ça rapportera plus rien parce que tout le monde sera parti. Bon. Vous voulez faire quoi ? Donc je souhaite transformer en réalité l'impôt sur la fortune immobilière que je considère comme absurde. Il est absurde parce que politiquement, il incite au déracinement, c'est-à-dire qu'il attaque en fait l'enracinement des Français. Et je souhaite faire un impôt sur la fortune financière. Pas d'immobilier dedans ? Si, de l'immobilier, mais pas la résidence principale et ni la résidence unique. Alors la résidence unique, c'est un concept que j'ai inventé. Alors vous voyez comme quoi, hein, quand on parle avec les gens, ça peut aider à avoir de l'imagination. La résidence unique, c'est qu'en réalité, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de Français qui ont un bien immobilier, souvent un bien de famille d'ailleurs, mais qui en réalité ne vivent pas dans cet endroit-là. Cela vous ne les taxez pas. Ils sont locataires là où ils travaillent, parfois à 300 km, à 200 km, et donc la résidence principale ou la résidence unique sera exclue de l'impôt sur la fortune financière. Quel est le seuil à partir duquel c'est en fait, c'est 1,3 million. Le seuil actuel pour voilà, c'est le seuil actuel. La politique de natalité que je veux mettre en œuvre, qui consiste à donner une part pleine dès le deuxième enfant, eh bien cette politique-là, ils en ont besoin. Parce que si on ne fait pas une politique de natalité dans notre pays, l'économie s'effondrera. Nous avons déjà plus de morts que de naissances. On y viendra tout à l'heure. Et donc je viens leur dire, j'ai besoin de vous, grande fortune, pour financer en quelque sorte par cet effort cette politique de natalité. Eh bien, je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas être totalement indifférents à l'avenir du pays et que par conséquent, peut-être ça soulagera leur peine s'ils en ont une.
de retrouver un prix français de l'électricité et vous allez donc pouvoir souffler parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de mourir de l'augmentation du prix de l'électricité et si le Premier ministre signe le décret sur la PPE, la programmation de l'énergie, alors l'électricité en plus doublera dans les 10 prochaines années. Voilà. Et je vais leur dire, je vais me battre et en France et à l'Europe, vis-à-vis de Bruxelles, pour éviter que vous soyez soumis à des normes qui sont en train de tuer votre activité. Vous, au pouvoir, est-ce que vous laissez l'ex-PSA, désormais Stellantis, fermer une usine en France? Alors moi, au pouvoir, je mets en place une règle pour demander à l'administration, à toutes les administrations, d'acheter des voitures françaises. Voilà, donc déjà, ça s'appelle du patriotisme économique. Aujourd'hui, c'est des voitures européennes. Deuxièmement, je vais voir Madame von der Leyen en lui disant qu'il faut qu'elle arrête de défendre les intérêts allemands, parce que ça a quand même plus échappé à personne maintenant, et que nous opposerons clairement à l'arrêt de vente des voitures thermiques en 2035. Parce qu'en réalité... Vous direz non, donc vous voudrez je dirais non, que les voitures thermiques soient vendues après 2035. Oui. Et oui, vous êtes prête à prendre cette décision indépendamment de l'Europe? Oui, parce que je vais vous dire une chose, monsieur Langlais, et vous le savez pertinemment bien. En réalité, dès l'annonce de cette mesure, on a commencé à fermer les usines. Dès l'annonce de cette mesure, Renault a vendu la moitié, vous le savez, de sa filière thermique aux Chinois. Et dans le même temps où notre industrie automobile est confrontée à ces normes stupides, dogmatiques, tout ce qu'on veut, eh bien, Madame von der Leyen, qui a manifestement pas compris dans quel monde on vit, elle fonctionne toujours avec les anciens modèles, elle pense que le libre-échange crée de la richesse. Je crois que là, aujourd'hui, le monde a un peu changé. Eh bien, elle a pris la décision de supprimer tous les droits de douane avec la Chine. Ça veut dire que nous allons être submergés de voitures chinoises. Parce que les usines en Chine, c'est des villes chez nous. Vous voyez, en termes de taille. Il y a quand même un problème avec l'euro aussi. Avec son niveau, sa valeur. Ah bah oui. Il y a quand même un énorme problème. Ça, vous n'allez pas sortir de l'euro. Non mais... Vous allez toujours aller hop. Ah bah non, je vous pose la question, oui, c'est une fausse question, parce que je connais votre réponse. Bon, voilà. Ouais. Mais il a pris 15% en un an. Ouais. Oui, mais d'accord. Ça m'a pas échappé. Mais ces 15%, c'est quoi? Mais je sais très bien, parce que vous êtes un fin connaisseur du sujet. Ces 15%, c'est quoi? C'est 15% de compétitivité en plus pour les Américains. En réalité, c'est presque 15%. Ça veut dire qu'on a 15% monétaire de droits de douane, et 15% de droits de douane. Donc en réalité, c'est comme si on avait 15% de droits de douane en plus des 15%. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes l'un des rares partis à avoir une politique nataliste significative. Augmentation du quotient familial, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, prêt à taux zéro pour les familles qui ont des jeunes enfants, prêt d'ailleurs non remboursable, au bout de 3 enfants, vous considérez qu'on fait un cadeau. Alors il y a un pays qui a mis en place des mesures similaires, c'est la Hongrie. Vous vous êtes visiblement inspiré d'ailleurs de ce qu'ils ont fait, et on voit que la fécondité là-bas ne s'est pas du tout redressée. C'est la même chose en Corée du Sud, où on va jusqu'à proposer 70 000 € par naissance, donc c'est quand même considérable. Là aussi, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que votre politique serait efficace? Je suis étonné par vos chiffres, parce que précisément, j'ai regardé la situation de la Hongrie. Je dis pas que c'est 1,36. Je dis pas que c'est spectaculaire. Un enfant 36 par femme. Oui, d'accord, mais enfin, c'était catastrophique. Quand on parle, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Si, ça a bougé. C'est pas vrai. 36, il y a eu la population continue à diminuer. Il y a eu une amélioration de la situation. Mais en France, il y a un nombre considérable de Français, qui le disent d'ailleurs dans les études d'opinion, qui voudraient avoir un enfant supplémentaire. Bon, moi je considère que mon rôle de politique, c'est de leur permettre d'en avoir un. Mais les aides financières ne sont pas suffisantes, Monsieur Langlais. Que les choses soient claires. Je veux dire, si une partie des gens ne veulent pas ou renoncent à avoir un enfant supplémentaire, c'est aussi la situation économique, la peur du lendemain, Madame, voilà. Vous savez que ça parce qu'en marche fait, la règle aujourd'hui en France, c'est la peur du lendemain. Madame Moi, c'est ça que je veux ça éradiquer. Ne marche nulle part. Il n'y a aucune politique nataliste qui ne marche. C'est la peur du lendemain que je veux éradiquer. C'est le problème de l'insécurité. C'est le niveau de l'école, c'est tout cela, si vous voulez, qui désespère Billancourt, si je puis me permettre. Et donc, il faut agir sur l'intégralité de ces tableaux. Mais il n'est pas normal que les familles se retrouvent dans des situations qui sont des situations catastrophiques, parce qu'encore une fois, les enfants, c'est l'investissement de notre avenir. Nous n'aurons pas d'avenir s'il n'y a pas d'enfants. Donc, chacun est libre d'en faire ou de pas en faire. Mais moi, mon rôle de responsable politique, c'est de donner la possibilité à ceux qui veulent en faire, de leur faciliter les choses pour qu'ils puissent en faire. Madame Le Pen, pour des gens comme moi qui ont de faibles revenus, que proposez-vous?
Merci de votre réponse. Bien, alors déjà, je propose de ne pas aggraver leur situation, ce qui a été quand même le cas des propositions de Monsieur Bayrou, puisque lui il prenait 8 milliards sur les retraités par l'intermédiaire de la désindexation et autres joyeusetés. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et moi, je crois que la deuxième des choses, compte tenu de la situation budgétaire que l'on connaît, c'est surtout de baisser les dépenses contraintes. C'est un axe prioritaire pour nous. Parce que, évidemment, il y a deux moyens. Il y a augmenter. Alors, la retraite ici, le salaire, avec une proposition que nous avons faite d'ailleurs d'augmentation des 10%, on y reviendra peut-être, mais il faut surtout baisser les dépenses contraintes parce qu'elles ont explosé dans les dernières années. Et c'est ça qui en réalité grignote au fur et à mesure. Comment vous faites pour baisser les dépenses contraintes? Parce que c'est le téléphone, l'assurance... c'est d'abord l'énergie déjà. L'énergie, bien sûr. Oui, voilà, alors, voilà, vous voyez. Donc l'énergie, donc prix français de l'électricité, donc baisse de la TVA à 5,5 sur l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie est un bien de première nécessité. Donc il y a quand même des moyens d'agir sur les dépenses contraintes. Le logement, par exemple, le logement, absolument rien n'est fait dans le domaine du logement et tout est en train de s'effondrer. Il y a moyen de permettre à des Français qui sont en situation difficile d'être prioritaires, par exemple, dans les logements sociaux. C'est ce que nous souhaitons et je crois avoir vu, là, il n'y a pas très longtemps, que 60% des Français étaient d'accord avec cette priorité nationale pour l'accès au logement. Si vous voulez, quand on parle de natalité à l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau se met à éructer en hurlant, comme si on avait dit un gros mot. Enfin, je veux dire, toute la classe politique devrait espérer que l'on ait un niveau de natalité qui augmente, parce que tout notre édifice, tout notre système de protection sociale est fondé précisément là-dessus. Mais il y a tout de même, à côté de cela, un certain nombre de mesures à mettre en œuvre, notamment, et nous y attachons avec la réforme des retraites que nous avons proposée, c'est l'activité des jeunes. Il faut que les jeunes travaillent plus tôt. Aujourd'hui, le premier emploi est à 25 ans. Alors, pardon, mais moi, je trouve plus cohérent de faire en sorte que les jeunes travaillent avant 25 ans, plutôt que d'essayer de faire travailler les gens après 64. Vous voyez? Bon, chacun son truc, Justement, mais je trouve que c'est mieux. Sur les retraites, tous les syndicats sont venus demander à Sébastien Lecornu d'abandonner le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Faut l'abroger, oublier les 64 ans, c'est ça la vraie rupture. On fait quoi? Non, mais la vraie rupture, c'est changer totalement la réforme des retraites. Mais il est sûr que 64 ans est une injustice absolument totale. Parce que, encore une fois, et c'est la même technique, à chaque fois qu'on a un problème, on va aller taper sur les mêmes. Voilà. Donc les retraités, les salariés, voilà, c'est tellement plus facile que de réfléchir à autre chose. Donc déjà, je viens de dire au gouvernement, déjà vous commencez par faire des économies. Parce qu'en fait le problème aujourd'hui, Madame Carouer, c'est qu'il n'y a pas de consentement à la dépense. Les Français, ce qui les excède, c'est la manière dont on dépense leur argent. Voilà. Donc ils auraient un niveau qui est déjà le plus important du monde de prélèvement obligatoire. Mais ils auraient un hôpital extraordinairement performant, une école qui permette à tous les petits écoliers de trouver un boulot en sortant. Ils auraient une sécurité impeccable, on peut se balader quelle que soit l'heure dans la rue, habillé comme on veut, avec des bijoux en or si on a envie. Vous voyez, le luxe, bon. Eh bien, je pense que l'exaspération serait bien moindre. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas d'accord avec la manière dont on dépense l'argent. Donc déjà, on va faire en sorte qu'ils soient d'accord avec la manière dont on dépense l'argent. Et après, on va se servir de la réforme des retraites pour essayer de combler des lacunes considérables que nous avons. Et la lacune considérable, c'est le taux d'activité des jeunes. Il y a un problème avec cela, parce qu'il est évident que d'ailleurs, tous ces jeunes qui ont un premier emploi à 25 ans, ils partiront à quel âge à la retraite? Il y a un problème, c'est la suradministration. C'est-à-dire trop de gens dans les bureaux, pas assez dans les salles des patients pour la santé, trop de gens dans les bureaux, pas assez de professeurs dans les classes. Donc il faut baisser le pourcentage d'administratifs dans ces deux grandes fonctions. Plus de fonctionnaires au front, en gros. Plus de fonctionnaires directement au front, moins dans les administrations. Exactement. Ouais. Madame Le Pen, depuis des années, tous les candidats à la présidentielle ne cessent de parler de sécurité. Pourtant, les faits sont là. Les agressions, les vols, les coups de couteau, les violences faites aux femmes ne cessent que d'augmenter. Les victimes comme moi se sentent souvent abandonnées et délaissées, sans aide et sans justice. Madame Le Pen, vous, que ferez-vous de plus que vos prédécesseurs, de concret,
de différent qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Et pourquoi les Français devraient vous croire à vous plus qu'à un autre candidat? C'est émouvant ce témoignage, parce qu'en réalité, c'est le témoignage de centaines de milliers de Français, peut-être voire même de millions de Français, qui aujourd'hui ont la peur au ventre pour faire des actes communs de la vie. La sécurité, c'est bateau de le dire, hein, mais ça me fait quand même plaisir de le rappeler. C'est la première des libertés. Et donc c'est celle-là, c'est le premier engagement de l'État. C'est le premier devoir de l'État. Et on a laissé la situation se dégrader dans des conditions qui sont spectaculaires. Alors, bien entendu que je vais faire des choses. D'abord, je vais renvoyer chez eux l'ensemble des délinquants étrangers. Voilà, déjà, des premières des choses. Parce que il y en a beaucoup, ils sont 25% dans les prisons françaises. Deuxièmement, je vais, j'y tiens énormément, contribuer à resacraliser l'intégrité physique. En fait, il y a une désacralisation de l'intégrité physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vole, enfin hier on volait, aujourd'hui on vole et on frappe. Et même parfois on vole et on tue. Voilà, de manière parfaitement gratuite. Pourquoi ? Parce que la vie n'est plus sacrée. Eh bien, la vie doit être sacrée et l'intégrité physique doit être sacrée. Ça veut dire que, par exemple, nous avons proposé que les peines pour atteinte à l'intégrité physique à partir de 6 mois de prison ferme ne pourront plus être aménagées. Il y aura plus d'aménagement pour ces infractions, parce qu'il faut éradiquer cela. Il faut que ça coûte cher à celui qui commet une agression physique, parce que l'agression physique, encore une fois, ça traumatise des millions de personnes. Bon, il faut agir sur la pénitentiaire, parce que moi, je veux dire, j'ai été avocat. Hein. Bon, je sais très bien comment ça se passe. Hein. Les magistrats, on dit les magistrats, c'est honteux, ils mettent pas en prison. Ben, ils mettent pas en prison parce qu'il n'y a pas de place en prison. Donc le matin, ils reçoivent le nombre qu'on appelle les matelas par terre. Hein. Ça veut dire que le nombre de gens qui déjà n'ont pas de place et sont en surnombre, et donc ils disent là, il y a plus que 3 places, donc je ne vais pouvoir mettre en prison que 3 personnes. Bon, ça. Objectivement, c'est quand même... On a vu cette chose incroyable la semaine passée, c'est-à-dire qu'en France, en 2025, il y a des gens qui agressent physiquement un policier, et qui ne font pas de prison. Bah oui. Comment on change ça ? Ça paraît tellement inouï. Bah d'abord, on fait de la place dans les prisons. Deuxièmement, on en construit. Troisièmement, on met en place des peines courtes. J'ai été la première, mais j'ai fait Flores. Je suis contente. Hein. J'aime bien, moi, quand mes adversaires politiques commencent à dire la même chose que moi, je suis ravie. Bon, des peines courtes et sûres. C'est la technique des Pays-Bas. Et les Néerlandais ont vu des résultats absolument spectaculaires. C'est-à-dire que dès le premier délit grave, immédiatement, il y a une sanction qui tombe. Et pas après 12 sursis, 42 rendez-vous chez le juge, j'en passe et des meilleurs. Et ça fonctionne très bien. Bon, il faut évidemment que les criminels et les délinquants payent. Parce que là aussi, je vais vous le dire simplement, hein, ras-le-bol. Ras-le-bol qu'on envisage quand même d'augmenter l'intégralité des contrats d'assurance de 5% pour payer les émeutes. J'appelle ça la taxe Naël, moi. Mais si vous voulez, c'est insupportable. Moi, j'ai réclamé, mais sans l'obtenir à l'Assemblée nationale, que les collectivités territoriales, l'État, soient obligés, lorsque quelqu'un passe devant un tribunal après avoir commis une dégradation, obligés de demander des dommages et intérêts et obligés de demander la réparation. Pourquoi ? Parce que c'est pas leur argent, c'est celui des Français. Et donc ils peuvent pas dire ben non, mais moi j'abandonne ma créance. 600 000 étrangers. Les étrangers en France sont à 14% au chômage, c'est-à-dire 2 fois plus que les Français. Ça fait 40 ans que des gens comme Xavier nous expliquent qu'il faut faire venir de la main-d'œuvre parce qu'il y a des métiers en tension. Ça fait 40 ans qu'il y a des métiers en tension, 40 ans qu'on fait venir des gens, 40 ans que c'est toujours les mêmes métiers en tension. Et toujours le même nombre d'ailleurs, 300 000 et quelques, etc. C'est donc qu'il y a un problème. C'est donc que c'est pas ça la solution. La solution, c'est que lorsqu'il y a des métiers en tension, c'est parce que les métiers sont difficiles, c'est parce que les gens ne peuvent pas être logés. Il faut donc réfléchir à des logements sociaux. Il faut que des logements sociaux soient prioritairement attribués, précisément d'ailleurs à des salariés qui sont dans des secteurs en tension, au-delà de la priorisation pour les Français, spécifiquement d'ailleurs pour eux, y compris d'ailleurs les infirmières ou les policiers. Madame Le Pen, je m'appelle Olivier.
Walid Benjeloun, j'ai grandi au Maroc, de parents marocains. Je suis venu en France pour étudier, j'ai fait une classe préparatoire, suivi d'une grande école de commerce, l'EM Lyon. J'ai obtenu un passeport talent pour créer mon entreprise. Aujourd'hui, je suis naturalisé français, je recrute pour des entreprises françaises, je paye mes impôts en France et j'aide les Français à trouver un emploi qui leur plaît. Ma double culture est une force, je parle plusieurs langues, je crée des ponts entre la France et le Maroc et j'apporte des solutions utiles aux entreprises. Pour moi, c'est une chance d'avoir ces deux identités qui s'enrichissent mutuellement. Ma question est très simple. Pourquoi, au lieu de construire des ponts entre les gens, votre discours oppose constamment les Français de souche, d'une part, et les Français issus de l'immigration? Merci. Marine Le Pen. Merci de me poser cette question, parce que ça va me permettre de dire que jamais nous n'avons opposé les Français de souche et les Français issus de l'immigration. Jamais. Il n'y a pas une seule mesure dans le projet du Rassemblement national, et ça n'a jamais été le cas, qui fait une différence, une discrimination de quelque nature que ce soit entre les Français d'origine étrangère et les Français qu'ils appellent de souche. Voilà. Donc, je peux pas. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Moi, je considère que les Français sont Français. Et donc, quand, par exemple, je veux la priorité d'accès aux logements sociaux pour les Français, c'est évidemment pour un garçon comme lui. Mais comment est arrivé pour vous à la limite de ce qu'on appelle la société multiculturelle? Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, d'autres parlent de métissage, on peut appeler ça comme on veut, mais est-ce qu'on est arrivé pour vous à la limite de la multiculturalité? On voit qu'un Trump, par exemple, aux États-Unis, oui, voilà, c'est fini, on est arrivé trop loin. Il a eu cette expression, il a dit l'Europe risque de perdre son héritage. Est-ce que vous pensez ça? Je pense qu'elle risque de perdre sa culture, son identité, bien entendu. Mais pour quelle raison? Le problème, c'est pas le multiculturalisme. Ça n'est que la conséquence, en réalité. Le problème, c'est que on a abandonné l'idée. D'abord, on a accueilli beaucoup trop de gens, et que de fait, comme on a accueilli beaucoup trop de gens, on a abandonné l'assimilation. Parce qu'on assimile des gens, on n'assimile pas des peuples. Voilà, on n'assimile pas des groupes, on assimile des individus, parce que ça nécessite une démarche personnelle, l'assimilation. Or, on a abandonné ça, on les a mis dans des cul-de-sac des banlieues, pour peut-être d'ailleurs le bénéfice de quelques secteurs en tension, et donc tous ces gens, en réalité, ont été enfermés dans une forme de communautarisme, où ils ont continué à vivre dans ces quartiers comme chez eux, plutôt que comme en France, et que ces choses se sont aggravées. Et que sur ce communautarisme, il y a une idéologie totalitaire qui s'est immiscée dans notre pays, qui s'est développée, qui a grandi, qui aujourd'hui est le danger majeur en termes de sécurité, et qui est l'islamisme. Et en bonus, les questions rapides à répondre par oui ou par non. Enfin, rapide, tout est relatif. Questions, Madame Le Pen, elles vont s'afficher là, vous allez pouvoir les lire quand je vous les donne. Oui ou non, est-ce que vous êtes pour le retour de l'ISF, l'ISF tel qu'il existait en tout cas à l'époque? Non. Est-ce que vous l'avez payé vous-même d'ailleurs à l'époque? Non. Bon. Deuxième question. Vous auriez bien voulu, tout le monde aimerait bien voulu. Tout le monde, ça. Deuxième question. Est-ce que, selon vous, enfin vous, présidente, disons, est-ce que vous essayeriez de rétablir la peine de mort? Non. Pourquoi? Parce que je pense que ce qu'il faut surtout, c'est mettre en place la perpétuité incompressible. Ce que les gens ne veulent plus, c'est les voir sortir. Voilà, il y a un moment, pour les crimes les plus graves, les plus odieux, les plus abjects, ils veulent plus les voir sortir. Alors évidemment, ils finissent par être pour la peine de mort. Moi, je leur propose une alternative, c'est la perpétuité réelle. Ils sortiront plus. Troisième question. Faut-il, oui ou non, légaliser la gestation pour autrui, la GPA? Non. Non, c'est du commerce d'êtres humains, c'est inadmissible, c'est le commerce de la pauvreté, Non, pas du tout, je suis totalement contre. Question internationale, on a peu parlé d'international ce soir, on aura d'autres occasions. Oui ou non, est-ce que la France devrait sortir du commandement intégré de l'OTAN? Oui. Comme le général de Gaulle? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que nous y perdons notre souveraineté, parce que nous sommes un pays particulier, qui avons un modèle d'armée qui est un modèle complet, et que on peut parfaitement d'ailleurs travailler avec les États-Unis, être allié avec les États-Unis, faire des opérations en commun avec les États-Unis. On en a fait d'ailleurs beaucoup quand on était sorti du commandement intégré de l'OTAN, sans être dans le commandement intégré de l'OTAN. Vous citez beaucoup le général de Gaulle aujourd'hui. Quand les Allemands, quand les Polonais disent pourquoi pas des armes nucléaires françaises sur notre sol. Et puis quoi encore?
Non, C'est non absolument. Mais c'est non absolument. Pourquoi? Parce que la puissance nucléaire, elle appartient aux Français. Voilà. Elle appartient aux Français, on ne la délègue pas, on ne la sous-traite pas, ça n'existe pas ça existe que dans la tête d'Emmanuel Macron si vous voulez, mais ça n'est pas possible en réalité. Et c'est par la légitimité de l'élection au suffrage universel direct du président de la République qu'il a la possibilité justement d'avoir le bouton nucléaire. Dans les sondages, tout le monde regarde Bardella-Le Pen. Vous savez, et évidemment... Ça tombe bien, c'est le duo exécutif qu'on propose. Mais le nom Le Pen est tellement chargé, chaque fois que le nom Bardella est un peu devant, vous avez des commentateurs qui vous diront « Ah, peut-être qu'il aurait plus de chance, peut-être que le RN, avec ce nom moins chargé d'histoire, aurait plus de sens. » Et il va être Premier ministre. Oui. Non mais écoutez... Président. Non mais il va être Premier ministre, Jordan Bardella. Donc croyez-moi que c'est un poste éminemment important. Mais je parle comme président, comme candidat à la présidence. Moi je parle d'un Premier ministre, mais je parle d'un vrai Premier ministre, hein, pas Bayrou, Barnier... mais candidat à la présidence, vous savez bien. Un vrai, un qui prend des décisions, qui impulse, qui dirige ses ministres... Quand vous voulez pas répondre, vous voulez pas répondre, Marine Le Pen. Alors, non, mais je vais répondre, je vous réponds très tranquillement. Nous sommes d'accord, Jordan et moi, nous avons travaillé, nous nous entendons merveilleusement bien, et il souhaite que je sois présidente de la République, je souhaite qu'il soit Premier ministre. Marine Le Pen, attention. Bien. Oui, non. Oui ou non, est-ce que vous pourriez être, vous, on inverse, la première ministre de Jordan Bardella? Non. Pourquoi? Parce que je pense que je serais une bien moins bonne première ministre que lui. Et si vous êtes empêché, vous, d'être candidate? Ah, parce qu'il faudrait, ce serait en fait mon lot de consolation. Non, mais j'ai pas besoin de lot de consolation. Pardon, mais... Si vous êtes empêché de candidate, il se passe quoi? Eh ben, je serai aux côtés de Jordan pour l'aider au maximum dans la mission qui est la sienne. Mais pas comme première ministre? Non. C'est clair. Question suivante, alors presque, je ne sais pas combien de fois on va vous la poser d'ici 2027 ou avant. Quoi qu'il arrive, est-ce que vous serez candidate en 2027? Ah, c'est la question à Madame Irma, ça. En réalité, ça ne dépend pas de moi. Voilà, ça ne dépend pas de moi. Moi, je crois que juridiquement, j'ai des arguments extrêmement sérieux pour défendre ma candidature, si tant est que cette élection intervienne avant la décision d'appel. Ça peut arriver si Emmanuel Macron décide pour finir de démissionner, parce qu'il change d'avis souvent, donc espérons que là-dessus il puisse éventuellement changer d'avis. Et sinon, je pense que, encore une fois, j'ai des arguments juridiques sérieux. Voilà. Ça va bien. Vous avez le droit d'écrire votre mot favori, qui vous résume, qui vous représente. Vous avez le droit... Je vais conclure cette émission. Ah, c'est jamais conclu, on continue toujours, mais... Je vais la conclure parce que il m'apparaît... Ouais. Les graphologues vont se jeter sur la... Voilà. L'espérance est un risque à courir, signé Bernanos. Eh oui, voilà. Et ça correspond exactement au sondage que vous évoquiez tout à l'heure. L'espérance est un risque à courir. Que pensez-vous de Marine Le Pen au pouvoir? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Pour que tu sois entendu, parle, cite-toi en premier.